Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de force, de contrôle et de cette fissure intime qui peut tout changer. Pendant des années, Apolline de Malherbe a incarné une forme de puissance presque intimidante. Sur les plateaux, sa voix tranchait nette, son regard ne cédait rien. Sa présence imposait un rythme que même les responsables politiques les plus aguerris respectaient. Elle questionnait sans hausser le ton, insistait sans agressivité, avec cette précision clinique qui faisait sa signature. Pour le public, elle représentait l'assurance absolue. Une journaliste irréprochable, solide, presque inatteignable. Mais la télévision est une scène qui coupe le son dès que la lumière s'éteint. Derrière cette image de maîtrise se jouait une partition beaucoup plus silencieuse. Les soirs trop calmes, les appartements sans écho, les nuits où l'on revisite mentalement ses interviews. Non par vanité, mais pour éviter d'écouter ce qui remonte quand tout se tait. Car derrière la rigueur se cachait une règle intime. Ne jamais dépendre, ne jamais laisser l'émotion dicter le tempo, ne jamais offrir de prise. Dans son univers, l'amour n'était pas une promesse, c'était une variable incontrôlable. Et elle avait construit toute sa trajectoire pour réduire l'imprévisible. Très tôt, elle avait compris que la pensée rapide protège, que la lucidité est une armure. À l'école déjà, elle ne se contentait pas d'apprendre, elle analysait. Les idées, au moins, obéissent pas à la logique. Elles ne trahissent pas. Peu à peu, une conviction s'est installée. La valeur d'une personne se mesure à sa constance, à sa capacité de tenir quand les autres vacillent. Le journalisme n'a fait que renforcer cette architecture intérieure. Milieu exigeant, parfois brutal, l'erreur y laisse des traces, la faiblesse devient un angle d'attaque. Être une femme y ajoutait une pression supplémentaire. Alors elle a verrouillé. Méthode, discipline, contrôle. Les succès ont confirmé la stratégie, chaque reconnaissance validant l'idée que cette solidité était la bonne voie. Mais à mesure que sa carrière grandissait, un espace se refermait. Rien de spectaculaire. Un manque discret, poli, comme une pièce parfaitement rangée où le rire ne s'attarde jamais. Elle connaissait les failles des puissants, les silences des discours officiels, mais refusait d'interroger sa propre solitude. Comme si poser la question revenait à admettre une défaite intime. Pourtant, une voix plus douce insistait. La force sans partage finit par ressembler à un désert. Cette voix n'avait pas sa place à l'antenne, puis était venue la rencontre. Pas un coup de théâtre, pas un vertige romanesque. Quelque chose de presque banal, et c'est précisément ce qui la rendait dangereuse. Lors d'un colloque, loin des caméras, elle croise un homme qui n'essaie pas d'exister plus fort que les autres. Il écoute. Quand il parle, c'est sans volonté de convaincre, seulement pour comprendre. Appelons-le Thomas. Chez lui, le doute n'est pas une faiblesse, c'est une méthode. Leur conversation se prolonge autour d'un café. Politique, philosophie, responsabilité publique, son terrain familier. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas besoin d'être brillante. Elle peut simplement être présente. Ce qui la trouble n'est pas le contenu, mais la qualité de l'écoute. Il ne la regarde pas comme une figure médiatique, mais comme une interlocutrice. Une égale. Les jours suivants, quelque chose résiste à la rationalisation. Elle attend un message, relit un échange, sourit sans raison claire, des gestes minuscules qui fissurent sa forteresse. Elle tente de reprendre le contrôle sans conviction. Lui ne presse rien. Cette absence de pression l'oblige à affronter une vérité qu'elle avait évitée. Elle n'était pas habituée à être désirée sans conquête. Plus le lien se précise, plus une peur s'installe. Aimer, à sa place, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une exposition. Elle connaît trop bien la mécanique médiatique. L'intime devient commentaire. La confidence se transforme en titre. Son nom est une institution. L'amour dans ce monde n'est jamais neutre. Alors elle se replie. Messages espacés, travail intensifié. Thomas ne proteste pas. Il reste. Cette liberté la déstabilise davantage que n'importe quel ultimatum. Un soir d'automne, sous une pluie fine, elle lui confie sa fatigue, celle qu'on ne montre jamais à l'antenne. Il répond doucement. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps.
Ce n'est pas une promesse, c'est une permission. Cette phrase fissure une croyance ancienne. Elle comprend que le risque n'est pas d'aimer, mais de continuer à fuir. Ce soir-là, sans témoin, elle choisit, non pas l'abandon, mais l'équilibre. Accepter que la solidité n'exclut pas l'appui. La relation s'installe dans la discrétion. 2 rythmes, 2 mondes, un ajustement constant. L'amour cesse vite d'être une émotion. Il devient une organisation, une pédagogie mutuelle. Elle apprend à partager sans analyser, à expliquer sans se justifier. Puis vient l'épreuve de la distance. Une opportunité à l'étranger pour lui. Cette fois, c'est elle qui doit laisser partir. Elle choisit la confiance. Les appels remplacent les présences. Les fuseaux horaires deviennent des rituels. Les doutes existent, mais elle ne fuit plus. Elle découvre que l'amour n'est pas seulement proximité, c'est constance. À l'antenne, certains remarquent un changement. Moins de dureté, plus d'écoute. Comme si cette expérience avait déplacé son centre de gravité. Quand il revient, le lien n'est plus un élan. C'est un choix. Ils construisent sans mise en scène. Dans le quotidien, elle découvre une douceur qu'elle avait longtemps confondue avec la faiblesse. Un jour, à la radio, on lui demande ce qui la rend heureuse. Un silence. Rare. Puis un mot. L'amour, sans explication. Elle a compris que certaines vérités perdent leur force lorsqu'on les expose trop. Des messages arrivent. Des femmes de sa génération qui reconnaissent dans son parcours une peur familière. Celle d'avoir tout bâti sauf l'essentiel. Son histoire devient miroir. Elle comprend que la réussite ne protège pas de la solitude et que la tendresse n'annule pas la rigueur. Aujourd'hui, elle continue d'interroger le monde avec la même exigence. Mais quelque chose a changé. Elle n'écoute plus pour vaincre. Elle écoute pour comprendre. Sa force n'a pas disparu. Elle s'est humanisée. Son couple n'est pas un refuge hors du tumulte, mais un ancrage au cœur de celui-ci. Cette trajectoire ne raconte pas une chute. Elle raconte un ajustement. La découverte que la maîtrise n'a de sens que si elle laisse une place à l'imprévu. Que l'amour n'est pas l'ennemi de la rigueur, mais son contrepoint. Et peut-être que la vraie leçon était là. On peut passer une vie à construire une forteresse. Pour découvrir qu'il faut parfois une porte ouverte pour respirer. Si cette histoire vous parle, dites-nous ce qu'elle réveille en vous. Parce qu'au-delà du bruit du monde, il existe un courage plus discret. Celui d'accepter d'aimer sans renoncer à ce que l'on est. Dans les coulisses mi-feutrées, où se croisent entre micro, ambition et réputation fragile, certaines histoires ne relèvent pas seulement de la vie privée. Elles deviennent des révélateurs. Ce qui s'est joué autour de Apolline de Malherbe ne ressemble pas à un scandale tapageur fait de cris et de révélations explosives. C'est une affaire plus subtile, presque invisible, et justement pour cela infiniment plus dérangeante. La fissure intime d'une femme publique dont toute la carrière repose sur la maîtrise. Tout commence banalement, ou du moins en apparence. Après une conférence, un café partagé, une discussion qui s'étire sans stratégie. Politique, responsabilité de la parole, philosophie du débat, des territoires qu'elle domine depuis des années. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dévie. Ce n'est pas le contenu qui la trouble, mais la posture. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressent pas le besoin d'impressionner. Elle écoute. Et surtout, elle est écoutée. Sans piège, sans compétition. Dans un univers médiatique construit sur l'affrontement rhétorique, cette neutralité bienveillante agit comme une anomalie. Ce moment, en soi insignifiant pour un observateur extérieur, devient le point de départ d'un déséquilibre intérieur. De retour chez elle, elle tente de ranger l'épisode dans la catégorie familière des échanges stimulants. Mais un détail résiste. Une phrase suspendue. Un silence habité. Le regard d'un homme qui ne la considère ni comme une figure d'autorité, ni comme une marque médiatique, mais comme une interlocutrice entière. Cette reconnaissance, paradoxalement, fragilise la mécanique qu'elle a mis des années à perfectionner. Les jours suivants trahissent ce trouble. Elle relit des messages sans raison professionnelle. Elle se surprend à attendre une réponse. Rien de spectaculaire, seulement une série de micro-gestes qui, pour une femme dont la vie est structurée par le contrôle,
prennent une dimension presque subversive. Le véritable scandale ne réside pas dans une relation naissante. Il se niche dans cette perte momentanée de maîtrise, dans cette suspension de l'armure. L'homme, lui, n'accélère rien. Il ne réclame pas, ne définit pas, n'impose aucun rythme. Cette absence de pression agit comme un miroir brutal. Elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment appris à être désirée sans conquérir. Dans son monde, tout s'obtient par la performance, la précision, la domination du tempo. Ici, rien de tout cela. Seulement un espace laissé libre. Et cette liberté la déstabilise davantage que n'importe quelle confrontation. Leurs liens se développent dans des lieux neutres, presque anonymes. Café discret, hall d'hôtel, ville traversée entre deux obligations. Plus la relation s'approfondit, plus elle sent sa forteresse intérieure se lézarder, non sous l'effet de la passion, mais par la patience. Ce glissement est essentiel. Ce n'est pas une tempête sentimentale, c'est une érosion lente de ses certitudes. Très vite, une seconde réalité s'impose, plus froide. Aimer lorsqu'on occupe une place médiatique exposée n'est jamais un acte neutre. C'est un risque stratégique. Elle connaît trop bien la mécanique. Un mot devient un titre, une confidence se transforme en faiblesse publique. Son nom n'est pas seulement le sien, c'est une institution, un symbole de rigueur. Dans ce contexte, l'amour cesse d'être intime. Il devient interprétable, commenté, suspect. La peur s'installe alors, discrète mais tenace. Peur d'être perçue comme adoucie. Peur que la crédibilité durement construite se fissure. À 45 ans, tomber amoureuse n'a rien d'un jeu. C'est engager l'identité que l'on a patiemment façonnée. Elle prend de la distance. Messages espacés, refuge dans le travail. Plateau télévisé comme rempart. Chaque question posée à l'antenne devient une manière de reprendre le contrôle d'un terrain qu'elle maîtrise. Lui observe sans contraindre. Pas d'ultimatum, pas de scène. Cette retenue, paradoxalement, la trouble davantage. Elle aurait presque préféré une rupture nette, un conflit à affronter. Mais l'absence de drame la laisse seule face à son vertige. Choisir librement, sans pression extérieure. Puis vient ce soir d'automne, sous une pluie fine, où la tension atteint son point de rupture. La conversation dérive vers la fatigue qu'elle dissimule au public. Les polémiques, l'usure silencieuse du métier. Il écoute encore et lâche une phrase simple, presque naïve. Elle n'a pas besoin d'être forte en permanence. Ces mots n'ont rien d'une déclaration romantique. Ils agissent comme une permission inattendue. Pour une femme qui a confondu solidité et survie toute sa vie, l'idée même de relâchement ressemble à un saut dans le vide. Le baiser qui suit n'est pas un abandon, mais un choix. Le véritable scandale ici n'est pas l'existence d'une relation. C'est l'acceptation publique, ou potentielle, de sa vulnérabilité. À partir de cet instant, aimer signifie affronter le regard extérieur, reconnaître que même les figures les plus inébranlables cherchent parfois un refuge. Les débuts restent que discrets. Deux adultes qui se choisissent sans bruit. Pourtant, l'amour durable impose une logistique émotionnelle. Concilier des rythmes opposés, partager le doute sans l'analyser, accepter que l'autre n'évolue pas dans la même urgence. Ce quotidien devient un terrain d'apprentissage plus exigeant que n'importe quel débat télévisé. Et puis survient l'épreuve que personne ne planifie vraiment. La distance. Une opportunité professionnelle à l'étranger, rare et précieuse, surgit. Ce moment agit comme un révélateur ultime. Leur histoire n'est plus seulement sentimentale. Elle devient une négociation entre ambition, autonomie et attachement. Le scandale intime atteint ici son sommet. Non pas un éclat public, mais la confrontation entre l'image que l'on incarne et la vie que l'on souhaite réellement habiter. Au fond, cette affaire dit moins quelque chose sur une romance que sur la fragilité des figures publiques. Elle rappelle qu'au-delà des plateaux et des certitudes affichées, il existe des zones d'hésitation que la lumière médiatique ne capture jamais entièrement. Et c'est peut-être là que réside le véritable vertige. Comprendre que derrière la maîtrise se cache toujours une humanité prête, à tout moment, à fissurer la façade. Dans le paysage médiatique français, certaines trajectoires personnelles deviennent, malgré elles, des miroirs collectifs.
L'histoire sentimentale d'Apolline de Malherbe appartient à cette catégorie rare. Un récit intime devenu matière à débat, révélateur des tensions entre réussite publique et vulnérabilité privée. Ce qui aurait pu rester une parenthèse discrète s'est transformé en véritable feuilleton émotionnel, non pas par scandale tapageur, mais par la manière dont il a exposé une faille que beaucoup reconnaissent sans toujours l'avouer. Tout commence par une séparation annoncée sans éclat. Pas de cris, pas de mise en scène dramatique. Et pourtant, une onde de choc silencieuse. Pour la première fois, la journaliste se retrouve dans une posture inhabituelle. Celle de laisser partir. Ce renversement est capital. Pendant des années, sa vie professionnelle avait dicté le rythme de ses relations, imposant une distance que peu pouvaient accepter. Cette fois, le choix lui appartenait pleinement. Retenir ou faire confiance. Ce moment marque un tournant psychologique profond, car il met en lumière une tension classique chez les personnalités publiques. Le contrôle. Accepter l'éloignement, c'est accepter de ne plus maîtriser entièrement le récit. La relation à distance qui s'installe devient alors un laboratoire émotionnel. Les appels vidéo remplacent la présence physique. Les messages deviennent des gestes différés. Chaque fuseau horaire agit comme une épreuve, mais aussi comme un rituel structurant. Derrière cette organisation quasi-militaire se cache une vérité plus fragile. La peur que le lien s'effrite. Certains soirs, le doute s'invite, non pas sous la forme d'un drame spectaculaire, mais comme une fatigue sourde. C'est ici que l'histoire prend une dimension universelle. Aimer sans voir, croire sans preuve immédiate, tenir malgré l'absence. Ce qui intrigue les observateurs, c'est le changement subtil que cette période opère chez elle. À l'antenne, son ton évolue. Moins frontal, plus attentif. Ceux qui suivent dans sa carrière parlent d'une écoute nouvelle, comme si cette expérience intime avait redéfini sa manière d'interroger le monde. Dans l'écosystème médiatique, où la performance domine, cette transformation ne passe pas inaperçue. Elle suggère que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse professionnelle, mais une ressource. Le retour de son compagnon, au printemps suivant, agit comme une révélation silencieuse. Leur histoire n'est plus portée par l'élan, mais par un choix conscient. Et c'est précisément cette maturité qui déjoue les attentes d'un public habitué aux annonces spectaculaires. Aucun grand dévoilement, aucune couverture sensationnaliste. Le silence devient une stratégie, non pas pour cacher, mais pour protéger. Dans une époque obsédée par la surexposition, cette retenue prend presque des allures de déclaration politique. Tout ne doit pas être consommé par le regard public. Leur installation commune révèle une autre dimension de ce récit. La réconciliation avec l'ordinaire. Les livres qui s'entremêlent, les habitudes qui s'ajustent, les désaccords minuscules suivis de réconciliations simples. Pour une femme longtemps associée à l'intensité du débat public, cette douceur quotidienne représente une révolution intime. Elle découvre que la stabilité n'est pas l'ennemi de la passion, mais son prolongement. Le véritable point de bascule survient lors d'une interview anodine en apparence. À la question « Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui ?», un silence inhabituel précède une réponse brève. L'amour. Le mot agit comme un révélateur. Immédiatement, les commentaires affluent. Certains y voient une faiblesse, comme si reconnaître le bonheur intime fragilisait l'image d'autorité. D'autres parlent d'une renaissance. Ce moment illustre une contradiction persistante. La société célèbre la réussite féminine, mais scrute encore avec suspicion l'expression de sa vie affective. La résonance publique dépasse rapidement la simple curiosité. Des messages arrivent, souvent sobres, parfois bouleversants. Des femmes de sa génération évoquent leur propre renoncement, leurs espoirs différés. L'histoire cesse d'être individuelle. Elle devient symbolique. Elle raconte ce moment de la vie où l'on croit avoir tout construit, sauf l'essentiel, et où l'on découvre qu'il n'est jamais trop tard pour redéfinir ses priorités. Le mariage, célébré loin du tumulte médiatique, confirme cette volonté de cohérence. Peu de témoins, peu de discours, mais une densité émotionnelle qui contraste avec le bruit ambiant.
Cette discrétion n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Leur union ne cherche pas la validation publique. Elle s'ancre dans une vérité partagée. Dans un monde où les histoires d'amour deviennent souvent des objets narratifs, celle-ci revendique le droit à l'opacité.